Très bien, bah, écoutez, il est 11 heures. Je vous propose qu'on démarre cette webconférence sur la réforme de la formation professionnelle avec Jean-Pierre Willems, que l'immense majorité d'entre vous connaissent déjà. Je vous rappelle qu'avec Jean-Pierre, nous avons développé une formation en ligne pour tous ceux d'entre vous qui veulent vraiment tirer profit de la réforme. Tu nous en dis quelques mots, Jean-Pierre? Oui, c'est une formation qui développe d'abord la compréhension, la maîtrise technique de tous les changements qui sont intervenus et qui va un petit peu au-delà. Nous sommes aujourd'hui dans la phase opérationnelle de mise en œuvre. Alors, il y a la compréhension, il y a le décryptage, il y a la maîtrise technique et puis il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, quels sont les choix qui s'offrent à nous. Dans cette formation, il y a à la fois des éclaircissements, mais il y a surtout des outils de diagnostic, d'aide à la prise de décision et d'aide au choix. Et aujourd'hui, on va faire une focale sur l'actualité. On ne va évidemment pas développer tous les points de la réforme, mais on va se concentrer sur qu'est-ce qui aujourd'hui est important à se poser comme question de manière très opérationnelle. Très bien. Et puisque dans cette réforme, on va parler aussi de résultats, je vous garantis que cette formation de Jean-Pierre sur la réforme de la formation vous permettra d'en tirer un bénéfice important. Et donc, on est vraiment dans une logique de ROI grâce à l'expertise de Jean-Pierre. Donc, ravi de vous accueillir. On a 1 heure, on s'arrêtera à midi. Peut-être quelques mots rapidement, puisque vous êtes nombreux à nous rejoindre pour la première fois avec un nombre de participants extrêmement important, encore plus important que d'habitude. Donc, My Connecting, eh bien, les 4 mots qui sont mis en lumière là représentent bien l'approche de My Connecting avec une place donnée à l'humain extrêmement importante. Évidemment, l'hyper-personnalisation puisque chaque apprenant est unique et lui donner envie, c'est bien évidemment répondre de façon très personnalisée à ses besoins. Et d'ailleurs, le donner envie, c'est vraiment une passion chez My Connecting, une passion qu'on a transformée en expertise, et se donner envie, l'hyper-personnalisation et l'humain permettent d'obtenir des résultats, mais on aura l'occasion de vous reparler des résultats des formations tout à l'heure au cours de cette webconférence où la notion de résultat, encore une fois, sera évoquée. Jean-Pierre, je te laisse la parole sur les opportunités de cette réforme et le diagnostic. On est sur la phase opérationnelle, donc on ne va pas reparler des motivations, des objectifs. La réforme, elle a été lancée il y a à peu près 1 an, quasiment jour pour jour. La conférence de presse d'Édouard Philippe, c'était début avril, avant le dépôt le 26 avril d'un projet de loi à l'Assemblée. Je voudrais juste essayer avec finalement une diapo de vous donner finalement tout ce qui a déterminé les arbitrages dans cette réforme et les fils conducteurs qui expliquent pourquoi les OPCO plutôt que les OPCA, pourquoi la PROA plutôt que les périodes pro, pourquoi la focale sur l'apprentissage, etc. etc. C'est un diagnostic qui a été fait par des économistes et qui repose sur 2 constats. Le premier, le taux de chômage en France est strictement proportionnel au niveau de qualification. Autrement dit, si j'ai un diplôme de l'enseignement supérieur, j'ai un taux de chômage qui est soit très faible, proche du plein emploi, soit relativement faible. Et donc, le gouvernement a considéré que la priorité n'était pas là. Et vous comprenez pourquoi, sur la base de ce premier diagnostic, on n'a quasiment plus dans l'écosystème qui est créé à partir des contributions des entreprises, sur le légal, sur l'impôt, on n'a quasiment plus de ressources qui sont dédiées au parcours promotionnel pour des gens qui sont déjà diplômés ou qualifiés. On a concentré les financements sur les premiers niveaux. Alors, traduction, il y a des aides pour les entreprises sur l'apprentissage, plutôt sur les niveaux, c'est limité au niveau 5 et 4. Les taux de financement de l'apprentissage sont plus élevés proportionnellement sur les premiers niveaux que sur l'enseignement supérieur où on n'a pas du tout donné les financements correspondant à ce que coûte une grande école, etc. On a limité la professionnalisation en alternance aux salariés de niveau Bac+2 maximum. Au-delà, on ne peut plus rentrer dans le dispositif. Donc, on a là une orientation très claire en disant il y a certains parcours que l'on accompagne prioritairement et d'autres pour lesquels il n'y a plus de ressources ou alors il y a cette ressource que constitue le CPF et qui est mis à disposition de tout le monde, qui ne sera peut-être pas un outil qui permet de financer, il n'est pas forcément fait pour ça d'ailleurs, 100% de la formation, mais pour donner un levier de négociation aux bénéficiaires pour éventuellement trouver d'autres opportunités.
Deuxième diagnostic et deuxième clé d'explication de la réforme, et notamment de l'actualité la plus récente, c'est-à-dire l'agrément des nouveaux OPCO, on constate que plus le niveau de qualification est élevé, moins il y a de mobilité professionnelle et plus il y a de mobilité géographique. C'est-à-dire que si j'ai une expertise dans un domaine, c'est un peu le bon sens, je vais plutôt valoriser cette expertise-là dans ce domaine-là qui t'a changé de région, alors que si je suis sur un niveau de qualification peu élevé, je vais avoir une aire de mobilité du fait de mes revenus géographiques beaucoup plus limitée concrètement, et du coup, je vais avoir plus de changements professionnels parce que je vais rester sur un même bassin de vie ou bassin d'emploi. Ce constat-là a conduit à la transformation notamment des OPCA en OPCO. Certains qui sont dans le champ de la formation peut-être depuis un certain temps pourraient se dire « Oui, j'ai connu la période où on est passé de 100 à 40, puis de 40 à 20, aujourd'hui on passe de 20 à 11, donc on poursuit la même logique. » Et en réalité, pas du tout. La logique précédente, c'était de la rationalisation financière et économique pure. Donc, il faut faire des économies d'échelle, il faut pouvoir mieux contrôler, il faut donner plus de moyens aux OPCA pour travailler. Là, on est sur une logique radicalement différente. Ce n'est pas une logique d'OPCO, d'appareil, c'est une logique de branche. On dit qu'il faut absolument que les branches qui ont des métiers avec des compétences proches, avec des connexités, se retrouvent dans les mêmes lieux pour pouvoir travailler ensemble, pour créer des parcours qui associent différents métiers, différents secteurs, pour que sur un bassin d'emploi, on puisse avoir des passerelles à partir d'une approche en termes de compétences. Donc l'appareil est complètement second dans cette logique-là, ce n'est pas la clé d'entrée, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a une approche un peu plus coercitive que par le passé, en disant parfois d'autorité à certaines branches, c'est là qu'il faut que vous alliez et pas ailleurs. Et donc, ça aboutit à la cartographie que l'on a actuelle des OPCO, où toute la logique a été de mettre ensemble des gens qui avaient quelque chose éventuellement à faire ensemble. On verra s'ils le feront effectivement, mais en tout cas, c'était la logique. Voilà. Tous les arbitrages de la réforme ont été faits sur la base quasi exclusivement des deux diagnostics que je viens de vous livrer. Alors, en termes de... là, c'était le point de départ. Si je vais directement au résultat, c'est si on doit s'interroger, notamment à la fin du quinquennat, sur est-ce que cette réforme a réussi, la première clé de mesure, ce sera est-ce que sur l'apprentissage, les choses ont bougé quantitativement et qualitativement. L'apprentissage, c'est vraiment la première priorité de cette réforme. Et là aussi, clé d'explication, c'est l'apprentissage qui va absorber la majorité des ressources sur les contributions des entreprises. Et ce que l'on nous dit, c'est que s'il manquait de l'argent, parce que justement l'apprentissage est un succès, on affecterait les ressources a priori consacrées aux autres dispositifs aujourd'hui, eh bien on les récupérerait pour les donner à l'apprentissage. Le schéma inverse n'est pas du tout prévu. On n'a pas prévu de récupérer de la ressource apprentissage pour le mettre sur le CPF ou la PROA si jamais il y avait plus de demandes qu'il n'y a de ressources. Ça ne peut marcher que dans ce sens-là. L'apprentissage sera intégralement financé, quels que soient les volumes à financer. Ce qui crée du coup des variables d'ajustement sur les autres dispositifs. Et une petite difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement quelles seront les ressources pour financer ces autres dispositifs-là. Ça dépend en partie du succès de l'apprentissage. Ensuite, mais on va y revenir, on est sur une... Excuse-moi, donc oui. Ça veut dire qu'il faut saisir rapidement les opportunités Ça veut dire qu'il faut être réactif comme toujours et ça ne surprendra personne que les gens les plus réactifs sont ceux qui profitent le mieux des opportunités. Ça n'interdit pas de faire un travail sérieux et approfondi de diagnostic, mais effectivement, il faut prendre des décisions relativement rapides sur à peu près tous les sujets d'ailleurs. Même si c'est vrai que ce n'est pas le dispositif qui fait la formation. Non, ce n'est pas le dispositif qui fait la formation. D'ailleurs, on réforme la formation et ça vaut pour tous les dispositifs. On élargit et on diversifie les modalités pédagogiques. Et c'est ce que je voulais dire avec la culture, vous voyez, du développement de compétences. Il s'agit de ne plus avoir, si on peut parler comme ça, la religion de la formation. Là aussi, le diagnostic qui a été fait, c'est qu'on s'était beaucoup trop intéressé aux moyens et qu'on l'avait parfois enfermé dans un carcan. Le ministère a fait le diagnostic que la réglementation était un frein à l'innovation. Et donc, on a ouvert, libéré, donné beaucoup plus de liberté, en tout cas, on vous donne beaucoup plus de liberté, comme aux gens qui produisent les formations, sur les manières de faire. Par contre, on aura plus d'exigences sur le résultat. Ce n'est pas le moyen qui compte, c'est la finalité, c'est le résultat que ça permet d'obtenir. En clair, c'est le message.
On est au sondage, Anne-Gabrielle, donc on va vous poser une question. Lorsque vous mettez en place une formation, et formation, ça peut avoir des objectifs multiples, il y a des tas de raisons qui font qu'à un moment donné, on va proposer, voire imposer à quelqu'un d'aller en formation. L'objectif principal pour vous d'une formation, si vous deviez le résumer, donc c'est nécessairement un peu réducteur, mais on l'assume, si vous ne deviez donner qu'un objectif, ce serait lequel? Vous pouvez voter. À vous de jouer. Les résultats bougent, mais ça a tendance à se cristalliser. C'est terminé, on passe aux résultats. Donc la majorité, 61%, ont voté pour outiller et relever les défis. Merci pour cette réponse. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, des opportunités et une gestion de risque. Les opportunités, on en a sur le compte personnel de formation. C'est lié à la monétisation et c'est lié aussi à quelques outils qu'on met à votre disposition pour assurer sa gestion. On en a j'allais dire surtout sur la nouvelle définition de l'action de formation. Je crois qu'on a là une vraie rupture dans cette réforme sur la manière d'approcher la formation et sur la transformation qui n'est pas que sémantique, des plans de formation en plans de développement de compétences. On a évidemment des opportunités nouvelles en matière d'apprentissage et puis l'occasion de reconstruire une relation avec les opérateurs de compétences. Alors avec les opérateurs de compétences, faites attention à ne pas projeter les relations que vous aviez avec les OPCA précédemment. Leur mission change, leur modèle économique change, leurs moyens changent, leurs missions sont différentes et leur organisation a été modifiée. Donc vous voyez qu'ils vivent une transformation profonde qui est en train de s'opérer. Ça va prendre sans doute toute l'année 2019 et sans doute encore une partie de 2020 pour se mettre dans la nouvelle configuration exactement. Dans cette phase transitoire, je crois qu'il ne faut pas perdre le fil avec son opérateur de compétences, peut-être renforcer les liens, mais surtout, n'attendez pas exactement la même chose de lui que les services qu'il vous a offerts par le passé. Ces services vont être amenés à évoluer, donc il va falloir repositionner le type de prestations qu'ils peuvent vous rendre et ce que l'entreprise recherche ou ce dont elle pourrait bénéficier. Et puis, il y a un risque à gérer, c'est les sanctions pour vos obligations sociales qui ont été modifiées par la loi du 5 septembre 2018. Alors, parlons d'argent pour commencer, ça ne vous surprendra pas. Et de l'actualité, dimanche 31 mars, ont été publiés les arrêtés agréant les nouveaux OPCO. C'était la deadline, hein. Il fallait qu'ils soient agréés avant le 1er avril. Nous avons dorénavant 11 opérateurs de compétences. On va les passer en revue rapidement. Mais surtout, on a des principes très différents par rapport au paysage que l'on connaissait. Tout d'abord, il n'y a plus qu'un seul opérateur de compétences par entreprise. Donc, on n'a pas cette possibilité qu'utilisaient certaines entreprises d'avoir un OPCO de branche et ensuite à titre obligatoire et ensuite l'adhésion à un OPCO interprofessionnel. D'ailleurs, il n'y a plus à proprement parler d'opérateurs de compétences interprofessionnels dans les 11 qui ont été agréés. Ils sont tous agréés sur des champs extrêmement définis en termes de conventions collectives, avec des étanchéités. Il n'y a pas de secteur qui soit rattaché à 2 opérateurs. Et les entreprises qui n'ont pas de convention de branche peuvent choisir l'opérateur de compétences. Donc, pour pouvoir choisir, la condition, c'est de ne pas être dans un champ conventionnel, de ne pas appliquer une convention collective à titre obligatoire. Et dans ce cas-là, il faut choisir un OPCO qui sera cohérent avec l'activité
de l'entreprise. Ça laisse une zone de liberté. Pour toutes les entreprises qui ont une convention collective obligatoire qui s'applique à elles, il n'y a aucun champ de liberté. Elles sont dans l'OPCO agréé pour leur champ. Les 11 opérateurs de compétences, alors, vous voyez ici, il y a des regroupements de structures, mais il y a aussi des éclatements. Il y a des OPCA dont toutes les branches ou toute l'activité n'a pas été reprise ou ne va pas être reprise par les nouveaux OPCO tels qu'ils ont été agréés. Mais vous avez ici un premier panorama avec des choses relativement simples. Hein. Si on prend le premier, regroupement des champs à peu près stable du FAFIEC et de l'OPCA-BAIA, donc conseil, banque, assurance. Le champ du commerce qui s'est un peu élargi, mais qui globalement est un champ, le champ du FORCO ou de l'ex-FORCO avec une extension, etc. Et puis il y a des choses un petit peu différentes. Un grand OPCO de l'industrie, puisqu'on va regrouper quasiment 3,5 organismes à l'intérieur de l'OPCO 2I. Et vous le voyez, deux OPCO, les deux derniers, qui ont été ceux qui ont eu le plus de mal à naître, mais ce n'est pas un hasard, parce que c'est ceux qui absorbent la plus grosse activité des anciens OPCA interprofessionnels, qui étaient la GEFOS et OPCALIA. Alors, pourquoi une difficulté? Parce que dans cette réforme-là, où on agrège des branches par connexité de métier, évidemment, la logique de l'interprofession, qui était la logique, les branches nous choisissent parce que nous sommes un outil performant à leur service, cette logique-là n'est pas du tout la logique qui a structuré la recomposition des OPCO, et que donc on a eu un peu de difficulté à créer les assemblages, bon, mais qui sont aujourd'hui constitués. Donc là-dedans, chacun repérera à quel endroit il se situe, et si vous avez un doute, je vous renvoie donc au journal officiel du 31 mars avec les arrêtés, et la liste, quand même, on a affecté 320 branches professionnelles réparties sur ces 11 opérateurs de compétences. Si vous voulez d'ailleurs des informations sur les taux de prise en charge et les modalités de prise en charge des dispositifs, et notamment du CPF, je vous invite à aller sur notre site où vous avez une synthèse de toutes les modalités des différents OPCO. Alors, vous connaissez le mécanisme, ça c'est pas une actualité toute récente. Les OPCO n'ont plus de ressources propres. C'est France Compétences qui, à terme, en 2021, récupérera les 9 milliards et demi que représentent les contributions des entreprises, et puis qui les répartira entre différents financeurs. La part d'ailleurs qui reviendra vers les OPCO sera inférieure à ce que collectent aujourd'hui les OPCA, parce qu'on a d'autres ressources. 1,5 milliard partira vers le PIC, le programme investissement en compétences, hein, pour les demandeurs d'emploi. Un peu plus d'1 milliard partira vers le congé, vers le compte personnel de formation, pardon, soit à la Caisse des dépôts, soit dans les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, et puis il y a une enveloppe pour le CEP. La nouveauté dans la maquette financière, et ceux qui... on avait débuté ce chemin-là, mais là on va beaucoup plus loin, lors de la réforme de 2014, il n'y a plus de droit de retour lié à vos contributions. C'est-à-dire que quand une entreprise va contribuer financièrement pour la formation professionnelle, je vous rappelle qu'en 2019, le premier appel va se faire au mois de septembre prochain, au titre de 2019, lorsque l'entreprise cotise, ça ne lui ouvre pas de droit de retour particulier, donc elle a zéro budget en clair à sa disposition. Et tout ça va dans des enveloppes communes qui sont ensuite réparties en fonction des priorités que l'on donne au dispositif. Et vous voyez la priorité ici, elle est clairement sur l'alternance, hein, plus de 60% des ressources. Et on voit déjà ici la variable d'ajustement avec des dispositifs dont le financement pourrait varier. Et il faudrait rajouter que si jamais l'apprentissage connaissait une croissance rapide, eh bien, on pourrait éventuellement aller au-delà des fourchettes qui sont représentées ici et alimenter le besoin de financement de l'apprentissage en prenant sur le financement des TPE, sur le financement du CPF, voire le CPF de transition. On ne toucherait pas, par contre, au programme investissement compétences a priori. Donc, on est sur une maquette financière complètement différente, et France Compétences va répartir cet argent auprès des OPCO, non plus en fonction de la masse salariale ou de la collecte supposée de leur secteur, mais en fonction de leur activité réelle, de leur activité prévisionnelle, et on les alimentera
en tant que de besoin. Donc, on n'est plus du tout sur des organismes qui ont de l'argent, qu'ils répartissent avec des critères qu'ils fixent et qui font une redistribution. On est sur une logique de financement de certaines priorités avec une super priorité, si on peut dire, pour l'apprentissage. Sur lequel on a déjà des signaux plutôt positifs. Alors oui, il y a eu, il y a une bagarre de légitimité sur ces chiffres-là. Hein. Les régions ont dit à l'État, votre réforme n'est pas encore entrée en vigueur. Donc du coup, c'est ce qui montre que nous avions bien travaillé puisque l'apprentissage progresse. Et donc, c'était une erreur de nous l'enlever. Et puis, l'État qui dit, bah, c'est justement parce qu'on annonce des réformes sur l'apprentissage et qu'on a développé une action promotionnelle dans ce domaine que ça commence à créer un engouement et on va en voir la traduction. Bon, laissons les politiques régler leurs affaires et constatons que sur l'apprentissage, il y a des financements à la hausse. Donc, du coup, ça entraîne des financements plutôt revus à la baisse sur les autres dispositifs, à l'exception donc du programme investissement en compétences centré sur les demandeurs d'emploi et puis sur les demandeurs d'emploi sur les premiers niveaux de qualification, c'est-à-dire qu'on est sur du niveau 4 non validé, infra 5, 5, niveau 4 non validé. Voilà la maquette financière disponible. Alors dans ce cadre-là, les opportunités financières, où se trouvent-elles? Alors, elles peuvent se trouver, puisqu'on a supprimé les contributions des entreprises de 50 à 300 salariés. Donc, si vous avez plus de 50 salariés, il n'y a pas d'argent pour vous pour le plan de développement de compétences dans les OPCO, sauf si vous avez dans votre branche des obligations conventionnelles qui créent des budgets, pourquoi pas. Et si vous avez moins de 50 salariés, il y a certes une enveloppe pour vous dans les OPCO, mais elle est globalement inférieure aux enveloppes qu'il y avait jusque-là. Ce qui veut dire que dans cette réforme-là, le financement du plan de développement de compétences n'est clairement pas une priorité. En tout cas, ça ne va pas être financé avec des fonds mutualisés comme c'était le cas précédemment. On dit entreprise, ça relève de votre responsabilité. L'investissement en formation, c'est un choix. C'est un choix stratégique, c'est un choix, et c'est vous qui voyez comment la formation et le développement de compétences peut accompagner votre performance économique et sociale. Du coup, il y a un intérêt particulier à se pencher quand même sur le compte personnel de formation, et je dirais à plusieurs niveaux. Le compte personnel de formation, c'est jamais exclusivement une logique financière. Il peut y avoir une logique financière, présentée dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il y a des budgets à disposition des salariés, il y a d'ailleurs des opportunités sur du court terme qui ne repasseront pas et dont on peut se saisir, mais demander à un salarié d'utiliser un budget qui lui appartient pour cofinancer un projet de formation partagé avec l'entreprise, vous voyez, rien que la manière de le formuler, c'est toujours un projet managérial. C'est jamais exclusivement qu'une logique financière. Donc, je ne vous invite pas à dire je vais m'intéresser au CPF parce que j'ai plus d'argent ailleurs, donc je vais aller voir ce que je peux récupérer là. Il faut aussi le faire en pensant à l'efficacité de la formation, en pensant au filtre de motivation que représente le fait de savoir si un salarié a envie de co-investir sur des projets ou pas, et avec l'implication que génère le fait d'utiliser une ressource qui est personnelle pour un projet de formation. Donc c'est forcément une dimension un petit peu plus large sur le CPF que simplement la logique financière, même si cette logique-là, évidemment, elle est importante. Alors justement, au titre de cette logique, vous savez que nous sommes toujours à vos côtés pour vous accompagner. Tout à l'heure, enfin à l'instant, Jean-Pierre vient de souligner sur la dimension managériale qui entoure le CPF. C'est vrai que donner envie aux collaborateurs de mobiliser son CPF parce que vous co-investissez à ses côtés, enfin la dimension managériale est importante et la façon dont on communique sur le CPF est important. Donc là, vous avez trois cas de figure de trois managers. Vous avez Nathalie qui, dans la banque, est responsable formation. Elle, sa problématique, c'est que ses salariés n'ont pas envie d'utiliser leur CPF. Romain, qui lui est un autre manager dans l'industrie et qui lui a une problématique de compréhension et de discours sur comment développer ses compétences. Mais pour commencer par Nathalie, sa problématique, c'est comment va-t-elle communiquer pour donner envie aux collaborateurs. Et là, la dimension communication est extrêmement importante. Sachez que MyConnecting, nos équipes marketing sont à vos côtés, bien évidemment avec vos interlocuteurs habituels,
pour faire en sorte de bâtir un discours qui donne envie à vos collaborateurs de mobiliser leur CPF. Vous savez que chez MyConnecting, tous les apprenants sont accompagnés par un coach. Eh bien, le coach va être capable de reproduire, de prolonger votre discours et de donner envie et de faire comprendre aux collaborateurs que mobiliser son CPF, que ce soit à travers des kits de communication, à travers des événements ou à travers de la gamification, mais en tout cas, lui donner envie, quel est l'intérêt qu'il a à mobiliser son CPF? Eh bien, vous co-investissez à ses côtés et c'est une opportunité pour lui de développer ses compétences et en plus de ça, de développer ses compétences avec une logique de certification qu'il pourra utiliser dans sa vie professionnelle. Romain, lui, sa problématique est un petit peu différente puisque il est confronté à un manque de compréhension du dispositif. Et là encore, le coach va être capable d'accompagner chacun de vos collaborateurs, de vos apprenants, pour monter leur dossier. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps, ça va permettre de fluidifier le dispositif et ça va permettre d'embarquer vos apprenants en leur expliquant comment ça va se passer, comment créer leur dossier, leur expliquer le parcours sur mesure qui va être bâti pour eux et évidemment les bénéfices. Il faut toujours dans la communication qui est faite, insister auprès des collaborateurs sur quels sont les bénéfices personnels qui vont tirer de la mise en place d'un dispositif et en l'occurrence du CPF. Et puis Célia, elle, sa problématique, c'est une problématique de temps. Je sais que c'est une problématique que vous avez quasiment tous. Et donc là aussi, notre accompagnement, que ce soit notre accompagnement auprès de vous ou que ce soit notre accompagnement auprès de vos apprenants, va permettre de vous faire gagner du temps et de vous décharger, et avec une logique de résultat qu'on aura l'occasion d'aborder tout à l'heure à travers un outil formidable qui est le Myco 360. Alors, sur l'accompagnement, il y a peut-être une échéance qui se rapproche très rapidement et à côté de laquelle il ne faudrait pas passer. Vous savez que l'on a monétisé depuis le 1er janvier 2019 le CPF. Ça veut dire que les gens disposent d'un budget sur leur compteur, ils peuvent le voir, ça s'affiche, etc. Ceci dit, on a gardé la question de la durée horaire et donc on voit toujours apparaître les heures. Ça, pour une raison pratique, c'est que on a, c'est pas encore fait, mais ça devrait basculer là dans le courant avril. On va avoir les heures de l'année 2018, puisque les crédits étaient toujours acquis en heures en 2018, qui vont s'ajouter, qui vont incrémenter les compteurs. Après, on n'aura plus besoin du compteur d'heures. Et puis, on a un autre compteur qui est le compteur DIF. Et là-dessus, il y a une opportunité à saisir, mais il reste un peu moins de 2 ans pour ça, plutôt 18 mois si on s'en préoccupe. Les heures de DIF acquises entre 2004 et 2014 ont une validité qui s'arrête à la fin de l'année 2020, au 31 décembre 2020. Et il faudra qu'à cette date-là, les heures aient été engagées, pas inscrites sur les compteurs, engagées. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait eu un projet de formation validé avec ces heures-là. Si c'est le cas, évidemment, si on les a utilisées avant, on aura eu le bénéfice, et un bénéfice qui peut monter jusqu'à 1 800 €, puisque 120 heures de DIF fois 15 €, ça fait quand même 1 800 €, ce qui est loin d'être négligeable en termes de ressources si vous multipliez par le nombre de collaborateurs. Si ces heures n'ont pas été engagées, quand bien même elles auraient été inscrites sur les compteurs, elles seront effacées à la fin de l'année 2020. Donc, il reste grosso modo 18 mois pour vérifier avec les salariés s'ils ont bien saisi leurs heures de DIF et surtout voir sur quel projet de formation on pourrait engager ces heures-là, de quelle manière on pourrait les utiliser, parce que sinon, pas pris perdu. Donc, il y a un potentiel budgétaire important non utilisé. Alors, si vous êtes une entreprise avec, j'allais dire, une certaine stabilité dans vos effectifs, les salariés entre 2004 et 2014, ils ont été chez vous, donc vous avez tous les éléments pour attester, pour justifier qu'ils avaient bien X heures de DIF, suivant qu'ils aient consommé ou pas, suivant leur durée du travail, et donc les aider à saisir leurs heures et puis à regarder ensuite ce que l'on peut faire avec. Si vous avez des flux de recrutement plus importants et que toute une partie de vos salariés n'étaient pas chez vous avant 2015, à ce moment-là, il va falloir qu'ils retrouvent trace auprès de leur ancienne entreprise, dans les certificats de travail, dans les documents que les entreprises devaient donner fin 2014, de ces heures-là pour
incrémenté, puisqu'il va quand même falloir justifier. On ne vous demande pas le justificatif, on vous demande le justificatif au moment de l'utilisation, quand il s'agit de payer pour prouver que ces heures-là, vous les avez bien. Donc, il y a un potentiel là budgétaire très important. Et donc, à côté duquel il ne faudrait pas passer. Donc, il y a peut-être une action immédiate ou très rapide d'information, de communication, d'accompagnement pour récupérer ces ressources budgétaires dans un temps de disette budgétaire. Et puis, j'attire votre attention sur une autre chose que l'on constate depuis le 1er janvier. C'est que beaucoup d'entreprises et de salariés ont des retours avec des OPCO qui, finalement, ont mal intégré la monétisation et qui place les gens devant quelque chose qui est tout à fait incompréhensible pour eux, c'est-à-dire des personnes qui ont 1 000 euros, 1 500 euros sur leur compte, qui veulent engager cette somme sur une formation qui va durer 2 jours, et à qui on dit, votre formation de 2 jours, elle dure 14 heures, on vous le finance à hauteur de 20 euros de l'heure, ça fait 280 euros, et si la formation en vaut 800, eh bien c'est vous qui payez le différentiel. Vous voyez, pour un individu, voir un compteur de droit personnel à 1 500 euros, vouloir acheter une formation qui en coûte 800 et avoir un organisme qui vous dit bah, écoutez, on en finance 280 et le reste, c'est de votre poche, c'est totalement incompréhensible. Alors, c'est non seulement incompréhensible, mais en plus, c'est illégal. Donc, si vous êtes confronté à ce genre de pratique, bah, il n'y a qu'une chose à faire, il faut résister, il faut expliquer à l'OPCO que sa pratique n'est pas correcte. Il devrait normalement, d'ailleurs, le savoir. La Caisse des dépôts avait publié en début d'année un document qui laissait penser qu'on allait financer les heures à hauteur de 15 euros de l'heure en début d'année. Bon, on est revenu là-dessus, donc c'est plus le sujet. Chaque salarié, depuis le 1er janvier, dispose librement, dès lors que la formation est éligible, du budget qui est inscrit sur son compteur et il n'appartient pas à l'OPCO là-dessus d'avoir des politiques de dire je finance pas, etc. Dans la limite budgétaire, si la formation est éligible, il faut financer. Après, il y a possibilité d'une politique d'abondement qui n'est pas une obligation et sur lesquelles les OPCO décident absolument ce qu'ils veulent, aux conditions qu'ils veulent. S'ils veulent refaire des tarifs horaires, pas de problème. S'ils veulent mettre des priorités sur certaines formations, pas de problème. Mais sur la part, abondement. Sur la part droit du salarié, c'est totalement réglé par la loi qui crée un automatisme. Donc là-dessus, 1, les droits des salariés sont garantis. 2, si on peut aller récupérer des heures de diff, il ne faut pas se priver de le faire. J'insiste sur ce que tu viens de dire, c'est que les heures de diff, pour en tirer le bénéfice avant qu'elles ne disparaissent, il faut que l'action soit engagée. Oui. Je sais que nombreux sont ceux qui pensent qu'il suffit que les heures soient inscrites. Il faut que les heures soient inscrites. Donc, c'est vrai qu'il faut inciter les collaborateurs dès maintenant, enfin sans attendre, à aller inscrire les heures, surtout qu'effectivement, certains d'entre eux qui n'étaient pas dans votre entreprise peuvent être amenés à aller chercher des informations auprès de leur précédent employeur. Mais c'est vrai que, attention, ça n'est pas l'inscription, c'est l'engagement. Le terme dans la loi de 2014 qui a prévu ce système-là, la validité jusqu'en 2020, c'est on a jusqu'au 31 décembre 2020 pour mobiliser les heures de diff, donc pour les utiliser. Et les compteurs inactifs seront effacés à la fin de l'année 2020. Et donc, seules les heures qui ont été engagées et validées sur un projet de formation auront une survie au-delà de 2020. Évidemment, si on utilise avant, il n'y a pas de problème particulier. Mais on ne peut pas stocker et les heures de diff ne s'épargneront pas leur fin de validité, c'est bien le 31 décembre. Alors, se pose la question, donc on a élargi le champ des certifications, il n'y a plus de liste des partenaires sociaux depuis le 1er janvier, tout le certifiant, c'est-à-dire tout le RNCP et tout le répertoire spécifique, nouvelle appellation d'inventaire, sont dorénavant accessibles dans le cadre du CPF. La question qui se pose pour une entreprise, c'est comment je m'y prends ou sur quoi je peux agir avec les salariés. J'ai identifié 4 niveaux d'opportunité. Le premier, c'est ce que j'appellerais une politique sociale gratuite. Vous mettez à disposition de vos salariés pour leur simplifier la recherche, le choix, etc. Puis vous les connaissez, donc vous savez a priori ce que sont leurs besoins au centre d'intérêt. Une offre qui peut les intéresser, qui est finançable dans le cadre de leurs droits, donc dans des conditions de coût qui correspondent au montant des droits des salariés et qui serait suivi hors temps de travail. Donc du coup, pas d'impact budgétaire pour vous, pas d'impact organisationnel, un service rendu aux salariés. Les 2 niveaux suivants,
sont des niveaux un peu plus impliquants pour l'entreprise et qui supposent, et c'est là qu'on a peut-être quelque chose de très intéressant à construire, d'identifier les projets sur lesquels il pourrait y avoir un intérêt partagé. Le salarié a un intérêt à développer ce type de compétences et vous également. Alors, qu'est-ce qui peut faire le co-investissement? L'équilibre est assez simple ici. L'entreprise va avoir une valeur d'usage de la compétence du salarié, et le salarié, la compétence, de toute façon, c'est à lui qu'elle appartient, ce n'est pas à l'entreprise, et donc il en bénéficie, j'allais dire de manière définitive, s'il se préoccupe de l'entretenir et de la faire vivre, car les compétences sont des stocks qui s'épuisent si l'on ne s'en sert pas. Et donc, c'est très intéressant d'identifier quels sont les types de projets partagés, et là, vous pouvez librement fixer où vous voulez l'équilibre du co-investissement. Est-ce que l'entreprise donne du temps? Est-ce qu'elle donne de l'argent? Est-ce qu'elle donne les deux? Le salarié, est-ce qu'il donne son budget, c'est-à-dire les droits qu'il a acquis? Est-ce qu'il donne aussi du temps? Parce qu'une partie de la formation va être faite sur son temps personnel, en fonction des projets, des objectifs, etc. On peut construire des politiques tout à fait ajustées. Il y a une quatrième possibilité qui vous est offerte par la loi et qui est nouvelle, qui ne trouve pas d'intérêt sur l'année 2019, puisque les financements sont toujours gérés par les OPCO, qui trouverait un intérêt, mais du coup on peut s'y préparer, on peut engager cette action-là en 2020. C'est la possibilité, dès lors que vous négociez un accord avec vos organisations syndicales et pour ceux qui n'en ont pas avec leurs élus et pour ceux qui n'en ont pas avec un salarié mandaté, donc toute entreprise a la possibilité techniquement d'accéder à ça, sous réserve donc de négocier. L'accord fixe la liste ou les domaines d'action concernés pour lesquels il s'agira simplement de recueillir l'accord du salarié, c'est-à-dire que le salarié dise, quelle que soit la forme sous laquelle il le dit, il faudra juste le tracer, qu'il est OK pour mobiliser ses droits à CPF pour ce projet de formation. L'entreprise prend en charge tous les financements et le temps nécessaire au suivi de la formation. Et l'accord permet de ne pas avoir à gérer et à faire, et vous voyez l'économie de temps et de moyens que ça suppose, des dossiers individuels. Donc, on n'a pas de demande individuelle à adresser à la Caisse des dépôts, à passer par l'appli, etc. On enregistre auprès de la Caisse l'accord des salariés et la Caisse des dépôts vous verse directement à vous, entreprise, le montant des droits des salariés correspondant au projet de formation qu'ils ont accepté de suivre. Et l'entreprise finance la différence. La Caisse des dépôts a prévu d'ouvrir un portail pour les entreprises au début de l'année 2020 pour permettre ce genre de fonctionnement et annonce même qu'elle pourrait faire des avances aux entreprises pour qu'elles n'aient pas à faire l'avance de trésorerie sur les droits des salariés. Donc voilà un dispositif qui associe du dialogue social. Donc quand je vous disais que c'est toujours un projet managérial, ça en est une illustration. Dialogue social, accord des salariés, simplification administrative et volontariat pour la formation. Donc on est quand même sur des éléments très gagnants si on arrive à les mobiliser. Avec cerise sur le gâteau, ça permet aux salariés, avec leurs droits, de suivre des formations qui ont des coûts qui vont au-delà des droits dont ils disposent, et pour l'entreprise de récupérer une partie du financement de son plan de développement de compétences. Donc on est sur du gagnant-gagnant, dès lors qu'on trouve les domaines dans lesquels on pourrait avoir ce type d'action. Alors pour l'année 2019, en rappel, alors le risque de diminution, on a déjà des OPCO qui ont arrêté les abondements pour l'année 2019. Alors pour quelles raisons? Parce que ils invoquent plusieurs choses. Il y a eu un emballement sur le CPF en fin d'année 2018, donc ils ont consommé leurs réserves. Et certains ont reporté sur l'année 2019 les demandes qu'ils n'ont pas pu financer en 2018. Donc on a déjà un surafflux. En 2018, ils avaient surengagé, puisqu'ils ont consommé des réserves, ils ont consommé plus que leur collecte de l'année. Et donc, ils ont des moindres capacités d'engagement et de financement cette année. Et pour finir, comme France Compétences va prélever 80% de la collecte qui sera réalisée en septembre, certains OPCO disent « je n'ai pas suffisamment de disponibilité budgétaire de visibilité budgétaire pour m'engager ». Donc, tout à l'heure, Thierry disait peut-être qu'il faut être rapide. Moi, je ne peux que vous inviter à, si vous avez des politiques CPF, à les mettre en œuvre très rapidement en 2019 pour ne pas se trouver en fin d'année avec un risque d'avoir projeté sur des abondements qui pourraient ne plus exister. Ensuite, on aura la transition avec l'application CPF qui se mettra en œuvre en fin d'année. Le calendrier précis, opérationnel, n'est pas encore tout à fait fixé.
on a ce créneau d'utilisation du DIF qui est une sorte d'abonnement qu'on va chercher soi-même, qui est valable jusqu'en décembre 2020, j'y reviens pas, il faut s'en occuper dès maintenant. Et puis peut-être qu'on peut préparer dans ce domaine la gestion collective pour laquelle la possibilité s'ouvrira dès le 1er janvier 2020 si effectivement on a basculé sur une gestion caisse des dépôts à cette date-là, ce qui est prévu. Et puis on a le CPF de transition qui a commencé à fonctionner. Alors il est plus exigeant, plus contraignant et un peu moins ouvert en termes de possibilités que ne l'était le congé individuel de formation dont il a pris la suite, mais c'est quand même un dispositif qui fonctionne, même s'il a été un peu moins bien doté financièrement que ce n'était le cas. Ce sont les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, en clair les ex-FONGECIF, qui s'occupent de ces dossiers-là et de ces financements, et c'est donc auprès de ces structures qu'il faut prendre contact si vous avez des salariés qui ont des projets de CPF de transition. Thierry, sur le CPF, un autre commentaire ou on y reviendra, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Alors, ce qui est sans doute, j'allais dire, le principal champ d'opportunité et potentiellement une des plus grandes transformations générées par cette réforme. C'est la redéfinition du champ de l'action de formation, ramenée finalement à deux critères très simples. Une formation, c'est une action qui a des objectifs professionnels. Donc, le but, c'est que les personnes maîtrisent des activités professionnelles et pour qu'elles acquièrent les capacités à maîtriser ces situations professionnelles, il faut un parcours organisé sous une forme pédagogique, c'est-à-dire qui organise l'apprentissage. Point final. Ce qui veut dire qu'on a toute liberté pour organiser ce parcours pédagogique et que notamment ceux qui étaient les deux piliers traditionnels de la formation, c'est-à-dire le formateur et le programme. Mais ce qui renvoie beaucoup, vous le voyez, à la formation initiale, c'est-à-dire en formation initiale, de quelle manière j'apprends principalement? J'apprends avec un prof qui a une expertise, qui la transmet ou qui essaie de le faire à partir d'un contenu qui est dans un référentiel. Très bien. Pour la formation continue, on considère que c'est un format possible, certes, mais que ça n'a pas à être le modèle absolu et incontournable de la pédagogie et des apprentissages. Et dans ce cadre-là, on ouvre des possibilités bien plus larges que ce que l'on avait en disant, et je l'ai traduit sous une forme, ce qui pourrait être une fiche action, on a toujours des objectifs, c'est ça qui est structurant, et en fait la question à se poser c'est quelles sont les activités professionnelles que je souhaite voir maîtrisées par les salariés ou quelles sont les compétences dont ils ont besoin pour réaliser les activités qui sont les leurs. À partir du moment où l'objectif est défini, on ne parle plus de programme de formation, mais de contenu, et le contenu en termes d'activité, c'est-à-dire en gros, comment va être organisé le parcours, que vont faire les gens, est-ce qu'ils vont travailler avec un formateur? Évidemment, c'est toujours possible, il n'y a évidemment aucun problème à ça. Est-ce qu'on va leur demander de réaliser des productions? Est-ce qu'ils vont être mis en situation? Est-ce qu'ils vont avoir des temps de réflexion sur la manière dont ils travaillent, sur la manière dont ils apprennent, etc. Comment on va structurer l'intégralité du parcours? Et on a, pour ce faire, donc, un champ de liberté, de créativité, d'innovation pédagogique qui est très étendu. Ensuite, il n'y a formation que s'il y a accompagnement, c'est-à-dire, tu insistais Thierry sur MyConnecting, on met l'humain au centre, et bien pour faire de la formation, il faut de l'humain. Acheter une licence pour accéder à des ressources dont personne ne s'occupe sans accompagnement, c'est toujours pas de la formation. Par contre, je ne suis pas obligé d'avoir des accompagnements qui soient toujours des accompagnements experts avec un formateur qui est un spécialiste du domaine ou de la discipline dans lesquels j'essaie de me former. Je peux avoir des accompagnements pédagogiques, des accompagnements techniques par rapport aux étapes du parcours, je peux avoir des temps formateurs, bref, j'ai une grande liberté, je peux avoir des personnes ressources mises à disposition, je peux avoir une grande liberté. Mais un organisme de formation, c'est quelqu'un qui organise, qui structure ce parcours et qui met en place un accompagnement. À partir de cette définition, on peut envisager des formats pédagogiques extrêmement différenciés. Et la réforme a souhaité promouvoir notamment la formation en situation de travail. Alors, attention, la formation en situation de travail, ça peut être en soi une action, mais ça peut être aussi un temps dans un parcours. Rien n'oblige évidemment de le faire fonctionner de manière isolée. La logique de la formation en situation de travail, c'est de dire l'activité professionnelle elle-même peut constituer un support pédagogique, un support d'apprentissage. Mais
c'est pas naturel. Certes, tout travail peut être potentiellement formateur, mais ça suffit pas de le dire comme ça. Il faut l'organiser, il faut le structurer, il faut identifier précisément quelle activité apporte quel type de compétences, il faut mettre en place un accompagnement. On n'apprend pas forcément tout seul, il y a peut-être besoin d'avoir à ma disposition un référent pour franchir certaines étapes ou pour assimiler mieux certaines situations. Et puis ensuite, il faut faire un retour sur expérience, un temps de réflexivité pour consolider les apprentissages, pour en prendre conscience et pour les rendre tout à fait explicites, ce qui est la garantie de leur durabilité. Donc, j'ai un format qui a été donné, qui encore une fois peut être un temps d'un parcours, un accompagnement. Et vous voyez, on va retrouver le fil conducteur de la réforme. Toute la réforme, parce qu'elle souhaite travailler sur les compétences et pas que sur les connaissances, a l'ambition de rapprocher le plus possible la formation de la situation de travail. La promotion de l'alternance, le fait que l'on dise l'apprentissage, c'est mieux que la formation initiale. Pourquoi? Parce que ça alterne situation d'apprentissage et situation d'apprentissage en situation de travail et exercice d'une activité professionnelle. Et qu'on pense, et on ne fait pas que le penser, des tas d'études qui le démontrent, que les apprentissages, d'une part, sont mieux acquis et d'autre part, sont mieux consolidés quand on est sur une formation en alternance. Pourquoi on souhaite développer la formation en situation de travail? Parce qu'on pense que la consolidation et les apprentissages seront plus efficaces. Donc, il y a un pari qui est fait sur le fait de rapprocher la formation de la situation de travail en vue de gagner en efficacité. Pour illustrer cette efficacité, ce surcroît d'efficacité de la formation en situation de travail, je peux vous témoigner de ce que nous faisons, par exemple, dans les formations digitales et notamment les formations aux outils. Les formations aux outils chez MyConnecting sont des formations, pour la plupart, en visio, qui ont lieu sur l'ordinateur du collaborateur, sur ses logiciels, sur ses datas. Donc, non seulement il apprend, mais en plus de ça, il avance dans son travail. Et l'ancrage mémoriel, en utilisant et en développant la compétence immergée dans son quotidien, est sans comparaison. On a fait l'année dernière un sondage auprès des apprenants pour savoir quel était le bénéfice qu'ils avaient tiré de ces formations en situation de travail sur les outils digitaux, que ce soit dans l'environnement Microsoft, Adobe ou de CRM ou plus de 70 logiciels. Ils nous ont déclaré avoir gagné 58 heures en moyenne sur l'année grâce à ces formations. Donc, vous voyez que ce sont des formations avec un ancrage mémoriel qui est entre 80 et 90%, là où des formations décorrélées du quotidien du collaborateur et des formations théoriques sont plutôt sur de l'ordre de 10 à 20% d'ancrage mémoriel. Donc, ce sont des formats qui sont des formats véritablement efficaces. Et c'est vrai que là encore, la réforme va dans le sens de cette logique de performance et d'acquisition de la compétence et pas de la connaissance, comme tu l'as souligné il y a quelques instants. On vous a formalisé quelques exemples de parcours qui pourraient utiliser les situations de travail comme mode d'apprentissage, sans doute des choses d'ailleurs que vous faites de manière soit très formalisée, très organisée, soit de manière un peu plus informelle, les parcours d'intégration des collaborateurs, une prise de nouvelles fonctions ou le développement de compétences complémentaires liées à son métier de base ou à sa fonction principale. Donc on a une grande diversité de situations qui peuvent se prêter à des apprentissages en situation de travail. Le choix qui s'offre à vous aujourd'hui, qui avez en charge la formation dans vos organisations, c'est compte tenu du fait que bien plus d'actions que par le passé peuvent rentrer sous le format formation. Il va y avoir des choix à faire sur la base de quel est finalement le meilleur format pour mes salariés. Et pour ça, le meilleur format, c'est celui qui va vous permettre d'avoir la plus grande efficacité, qui va aussi le mieux correspondre au public que vous souhaitez former en termes de capacité à suivre la formation, mais aussi d'attractivité, d'intérêt. On parlait du désir d'aller en formation, c'est une condition quand même essentielle pour la réussite de l'action. Quel va être le type de format le plus attractif pour les individus? Qu'est-ce qui va le mieux rentrer également dans les contraintes d'organisation qu'a tout un chacun? Vous savez qu'un des premiers freins à la formation, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Et donc, comment je peux optimiser les temps pour avoir des temps séquencés d'apprentissage? On sait que des formats séquencés sont plus efficaces que des temps longs d'apprentissage un peu monolithiques. Donc, comment je peux faire rentrer ces formats-là dans mon organisation de manière adaptée et donner un confort d'apprentissage suffisant aux apprenants? Et enfin, à quelles conditions, évidemment, de prix et de qualité, je peux trouver tous ces produits-là ou les organiser? Et donc,
les manières de répondre à ces 4 exigences sont aujourd'hui beaucoup plus larges et beaucoup plus diversifiées que ce que l'on avait précédemment. Et c'est ce que l'on va retrouver avec le plan de développement de compétences. Alors, avant de passer au MyCode 360, je voudrais juste insister, tu as effectivement évoqué le choix, et c'est vrai qu'on doit tous être très attentifs à l'expérience qu'on fait vivre aux apprenants. Je crois qu'aujourd'hui, l'apprenant, en utilisant un terme que certains vont peut-être trouver un petit peu caricatural, mais l'apprenant est un client et on doit le considérer comme tel. Donc, organiser des formations associant utilité et plaisir, que les choses soient fluides, s'intègrent le mieux possible dans le quotidien de l'apprenant, tout ça sont des facteurs qui sont absolument déterminants et qui vont conditionner l'efficacité de l'acquisition de la compétence. Et puisqu'on parle d'efficacité, je voudrais, vous avez l'occasion de voir le MyCode 360 qui est maintenant sur tous les espaces de nos clients et qui permettent à nos clients d'avoir d'un seul coup d'œil de la visibilité à travers un certain nombre d'indicateurs de performance, comme par exemple le taux de complétion, la fréquence avec laquelle, la régularité avec laquelle les cours sont pris, les objectifs atteints, les évaluations. Donc, des indicateurs qui, d'un seul tenant, permettent à nos clients de mesurer l'efficacité des dispositifs qui sont réalisés en coopération avec MyConnecting. Au-delà de la valeur, c'est-à-dire que nous considérons chez MyConnecting que nous vous devons cette transparence au titre de la confiance que vous nous accordez. C'est aussi un challenge pour nous et vous savez l'importance qu'on attache depuis toujours à l'efficacité et aux résultats que les formations qu'on délivre pour vos apprenants soient atteints. Je pense que c'est un élément qui est extrêmement important et qui est lié à la réforme. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'argent et on a vu que quelque part, la mutualisation et la fin de la mutualisation allaient faire en sorte que nous allions tous, vous alliez être confrontés à des problématiques de financement. Je crois que dans le même temps, les directions financières, et certains d'entre vous le voient déjà aujourd'hui, depuis que les directions financières ont compris la fin de ces obligations, elles s'intéressent de beaucoup plus près au budget RH et notamment au budget formation. Avoir des indicateurs de performance tels que MyConnecting vous les met à disposition, c'est un moyen d'apporter des éléments tangibles. Les directions financières, elles savent parler chiffres, donc être capable de parler le même discours que la personne avec qui on communique, c'est un élément d'efficacité d'un acte de communication. Eh bien, MyConnecting, à travers le MyCode 360, vous apporte la possibilité de parler le même langage que vos directions financières et donc d'être capable de justifier des budgets ou même d'aller trouver des budgets supplémentaires puisque vous allez être capable, vous allez avoir les outils qui vont permettre d'apporter des éléments tangibles sur la performance des dispositifs qui sont déployés. Et sachez que dans la formation que Jean-Pierre développe avec nous, eh bien, Jean-Pierre traitera justement des éléments de langage. Je sais que c'est un point qui est important. Comment discuter avec une direction financière pour la convaincre d'investir et les directions tout court d'investir dans ce qui est un capital absolument essentiel qui sont les compétences de nos collaborateurs. Et tu vois, c'est la traduction de ce que l'on disait en introduction, c'est que cette réforme-là s'intéresse moins aux moyens, en disant en gros, utilisez les moyens que vous voulez, soyez créatifs, allez-y, mais par contre, beaucoup d'exigences sur le résultat. Avec à la fois une dimension qualitative, mais aussi une dimension quantitative. N'oublions pas que les hommes de chiffres sont beaucoup plus à l'aise avec les chiffres, donc ne pas négliger l'atteinte des résultats avec des éléments chiffrés. Alors, traduction, avant de voir la conséquence de tout ceci sur les plans de développement de compétences, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions pendant ce webinaire en utilisant le chat. Nous n'aurons vraisemblablement pas le temps d'y répondre, mais nous y répondrons à la suite de cette webconférence et vous aurez par vidéo, on va enregistrer les réponses et on vous les mettra bien évidemment à disposition pour qu'on ait aussi, au-delà de cette présentation, une interactivité et que vous trouviez un service complémentaire dans le fait d'avoir réponse à vos questions. Alors, sur le plan de développement de compétences, on va aller rapidement mais souligner la chose suivante. Vous pouvez travailler dans vos plans de développement de compétences avec des formations dans la définition élargie, c'est-à-dire avec beaucoup plus de diversité que précédemment. On a traditionnellement les actions qui sont assimilées et on peut aussi
travailler avec des actions de développement de compétences qui ne rentrent toujours pas dans le format formation, mais qui permettent de contribuer à développer les compétences des collaborateurs. C'est-à-dire que, et vous voyez le changement de sémantique, hein, on est sur un plan de développement de compétences, on a perdu un peu la filière formation. Vous voyez les contributions de formation qui génèrent un budget, un plan de formation, une évaluation des formations et un bilan de formation. On est un peu sorti de, enfin, c'est pas un peu, on est totalement sorti de cette logique-là. Toute la réforme voudrait que les entreprises ne travaillent plus avec la notion de besoin de formation, mais avec la notion de besoin de compétences. Et après, on réfléchit à quel est le meilleur moyen de l'apporter. Et potentiellement, vous voyez l'impact transformatif que ça peut avoir sur la fonction elle-même, parce que du coup, les périmètres de la fonction formation ne sont plus aussi précisément définis qu'ils pouvaient l'être. Alors, ce n'est pas un hasard si cette loi intervient et adopte tous ces changements, c'est parce que justement certaines entreprises ont déjà franchi tous ces caps-là et sont sur ces logiques-là qu'on tente de le généraliser et d'intégrer ça dans la réglementation. Vous savez, la réglementation, elle est rarement totalement innovante en venant de nulle part, hein. Elle est toujours le produit de pratiques déjà existantes. Donc ici, on essaie de généraliser le fait que c'est la compétence qui constitue le cœur et l'objectif, et ensuite que vous passiez par des formations formelles, traditionnelles, en présentiel, que vous passiez par des formations en situation de travail, que vous mettiez les gens en analyse de pratique, que vous organisiez des retours d'expérience, que vous mixiez toutes ces possibilités pour au final s'intéresser à la compétence. On dit c'est pas le parcours, ça c'est l'affaire des professionnels. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout le résultat. Donc on a aujourd'hui un champ de créativité possible dans le cadre des actions de formation et dans le cadre du plan de développement de compétences qui ne rencontre quasiment pas d'obstacles réglementaires, alors que ce n'était pas forcément exactement le cas précédemment. Tout le monde a connu l'expérience de forcer un peu pour que les trucs qui n'étaient pas tout à fait de la formation finissent par rentrer dans le cadre. Et donc, pour vous, conséquences très concrètes, c'est quoi le périmètre? Est-ce que le responsable formation, il s'occupe de l'intégration des nouveaux arrivants, de tous les parcours, etc. Et vous voyez qu'on voit se dessiner une fonction ou recrutement, développement des compétences, développement RH, formation, gestion des carrières. C'est un continuum qui finalement va conduire à avoir une fonction ou un pool de fonctions qui travaille de manière cohérente sur ces champs-là. C'est la question de l'alimentation de l'entreprise en termes de compétences. Ça va poser la question des outils. De quelle traçabilité vous avez besoin? Qu'est-ce que vous tracez exactement? Parce qu'on pourrait avoir non pas la peur du vide, mais la peur du trop-plein. Si tout fait formation, ou si beaucoup de choses font formation, est-ce que je m'occupe de tout? Est-ce que je trace tout? Est-ce que j'ai besoin de tout formaliser? Quel intérêt j'y trouve, etc. Donc, il y a vraiment un travail de re-engineering. Alors, vous trouverez aussi dans la formation un développement de cette partie-là qui est très importante pour la fonction de repositionnement et d'une fonction qui n'est pas cantonnée, c'est pas péjoratif évidemment quand je dis ça, loin de là, mais qui n'est pas cantonnée à la gestion de l'action de formation, mais qui se porte plutôt sur l'accompagnement de toutes les mobilités, de toutes les transformations et de tous les besoins de compétences. Et dans ce cadre-là, il est indispensable de redéfinir, alors là on a un dialogue avec les DG, avec les DAF, avec les représentants du personnel aussi, parce que la notion d'investissement formation ne se ramène pas à qu'est-ce que j'ai fait de mes contributions ou de mon budget formation. C'est quelles sont l'intégralité des moyens et des ressources que je mobilise pour développer les compétences des personnes, comment je l'organise et qu'est-ce que ça produit comme résultat. Vous savez, on change les exigences qualité pour les organismes de formation. On va passer sur un référentiel national de certification auquel devront satisfaire tous les organismes. Et quand on regarde ce référentiel par rapport à l'existant, on s'aperçoit que les critères qualité portent beaucoup plus sur l'amont et l'aval que sur le contenu de la prestation elle-même. Parce que ce qui est important, c'est est-ce que j'ai la bonne personne dans le bon parcours et au final, est-ce que j'ai eu de bons résultats? Ce qui se passe entre, après tout, c'est l'affaire des professionnels, c'est la boîte noire, on peut avoir de l'innovation, etc. Mais ce qui garantit la qualité du dispositif, c'est comment je l'alimente et comment je fais en sorte que chacun soit sur un parcours qui lui correspond. Tu parlais d'hyper-personnalisation, c'est vers ça que l'on va, et comment je vérifie ensuite que j'ai bien atteint les objectifs et les résultats que je m'étais donnés.
d'où la définition des objectifs, si possible en impliquant les managers qu'on va pouvoir réimpliquer à la fin sur des évaluations à froid. Nous vous proposons des évaluations à froid et c'est vrai qu'en impliquant les managers en amont, on est d'autant plus légitime à venir les interroger en aval sur est-ce que le collaborateur a acquis la compétence et est-ce qu'il la met en œuvre dans son quotidien. Sur l'apprentissage, je vais aller directement aux 4 questions que doit se poser dès aujourd'hui toute entreprise. Alors peut-être sur certaines, elle apportera des réponses très rapides, peut-être ça nécessitera un temps d'investigation un petit peu plus important. Vous trouverez, pour ceux qui la suivront dans notre formation, des outils de diagnostic pour aller plus loin sur ces sujets. Mais d'ores et déjà, 4 questions. Compte tenu de l'ouverture de l'apprentissage, c'est-à-dire que dès maintenant, tout organisme, quel qu'il soit, peut devenir CFA et l'intégralité des titres et diplômes du RNCP sont ouverts à un accès par la voie de l'apprentissage. Donc, on a un champ de l'apprentissage qui était une offre précalibrée mise à votre disposition, mais s'il n'y avait pas, on ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire par la voie de l'apprentissage, y compris pour des métiers pour lesquels il n'y en a pas eu jusque-là. Bon. Donc, première question pour une entreprise. Si vous avez une politique d'alternance, et aujourd'hui, des contrats pro, des contrats d'apprentissage. Dès la rentrée prochaine, la question se pose, pourquoi ne pas basculer sur l'apprentissage? Pour vos partenaires en formation, c'est possible. Ils peuvent devenir CFA s'ils le souhaitent et s'ils font la démarche pour ça. Et vous et les jeunes trouverez intérêt le plus souvent à avoir un contrat d'apprentissage plutôt qu'un contrat pro, dès lors que la finalité du parcours, évidemment, est un titre ou un diplôme. Deuxièmement, on va avoir une offre qui s'ouvre. Donc, je peux travailler avec tous les diplômes, pas simplement avec ceux de l'Éducation nationale ou ceux du ministère du Travail, avec l'intégralité des titres et diplômes. Ils sont quasiment 10 000 et donc dans le RNCP. Donc, pour tous les métiers, je dois pouvoir mettre un diplôme en face d'un besoin. Et donc, je peux construire un parcours. Alors, soit vous avez des gens qui spontanément vont venir vous proposer des choses en apprentissage que l'on ne vous a jamais proposées, soit vous pourriez prendre l'initiative de dire j'ai des flux de recrutement dans tel et tel domaine, et donc je vais trouver un partenaire pour qu'il me mette en place les cursus adaptés. Étape d'après, si vous en avez les moyens et les ressources, c'est que vous pouvez vous-même produire tout ou partie de la formation, le plus simple étant de le faire par accord avec un CFA qui peut vous confier sous sa responsabilité tout ou partie de la formation, évidemment, tout ou partie de la ressource qu'il va toucher pour organiser cette formation. Donc, on peut avoir une activité à multiples intérêts économiques, ça devient un centre de profit, pédagogique, je développe des ressources, et quand ces ressources sont financées d'ailleurs pour l'apprentissage, éventuellement, je peux les réutiliser pour former mes salariés. Et puis, le dernier niveau serait que toute entreprise a la capacité, si elle le souhaite, de devenir elle-même centre de formation d'apprentis. Évidemment, il faut avoir des volumes suffisants, une organisation suffisante, satisfaire aux obligations de CFA. L'hypothèse précédente, j'ai un accord avec les CFA et peut-être une solution de démarrage plus rapide et plus simple, mais rien n'empêche que ceux qui le veulent peuvent également, dès aujourd'hui ou à moyen terme, se projeter dans une activité de CFA. Donc, on a des choix sur l'apprentissage qui sont radicalement différents des choix que l'on avait à faire jusque-là, où il s'agissait juste de se poser la question, qu'est-ce qui existe sur mon territoire en offre d'apprentissage, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Là, on a un champ de valeur ajoutée très différent de l'existant. Deuxième, sans doute, très grande transformation initiée par cette réforme avec l'évolution de l'action de formation, qui concerne d'ailleurs aussi l'apprentissage. Je pense qu'on arrive un petit peu au terme. Je peux dire un mot, oui. Si nos amis ont la bienveillance de rester un petit peu avec nous. Alors, c'est sur la gestion du risque social, parce que là-dessus, certes, il y a quelques questions, je vais vous les indiquer, qui restent aujourd'hui avec des réponses non précisées, en tout cas non précisées par les premiers intéressés, c'est-à-dire l'État. Mais il y a des choses que l'on peut quand même cibler. Dans les entreprises, parce que la question se pose comme ça, dans les entreprises qui ont 50 salariés ou davantage, il y a une obligation de gestion de parcours, il y a une obligation dans toute entreprise, mais il y a une obligation de gestion de parcours qui est assortie d'une pénalité financière sous forme d'une pénalité de 3 000 € qui va aller alimenter le compte personnel de formation des salariés concernés si on n'a pas réalisé les entretiens professionnels et fait au moins une formation non obligatoire tous les 6 ans. Alors, par rapport à ça, beaucoup de questions, et je vais le prendre de manière segmentée et rapide et synthétique. La première chose,
avoir fait une formation non obligatoire tous les 6 ans. La question s'est posée de mais qu'est-ce que ça veut dire formation obligatoire? Alors là, je vous renvoie au texte lui-même, ce n'est pas toutes les obligations d'employeur. Ce sont des formations qui sont prévues par un texte légal, réglementaire ou une convention internationale, donc c'est déjà une première limite. Et deuxièmement, il faut que cette formation soit indispensable pour exercer l'activité, c'est-à-dire que si je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas le droit d'exercer l'activité. Et donc, on est sur un champ extrêmement restreint qui n'absorbe pas toutes les obligations de former de l'entreprise. Vous voyez, donc, il faut faire attention. Ce n'est pas les formations obligatoires au sens générique. Je suis obligé d'avoir des sauveteurs secouristes, mais j'ai aucun salarié qui n'a pas le droit de travailler s'il n'a pas suivi une formation de sauveteur secouriste. Donc, si je fais des formations de ce type-là, j'ai aucun problème, elles sont validées, elles rentrent dans le bilan à 6 ans sur les parcours. Et donc, on est sur un premier champ qu'il faut, alors il y a un travail, il faut savoir l'apprécier, mais attention, c'est quand même un champ d'exclusion extrêmement limité. Et pour la période à venir, si jamais vous n'avez pas rempli cette obligation-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas formé vos salariés au moins une fois depuis les 6 dernières années, vous avez la possibilité d'utiliser la nouvelle définition de l'action de formation et d'avoir des capacités plus simples, plus souples, de mettre en place des formations. Premier champ. Deuxième champ, il faut avoir fait des entretiens professionnels au moins une fois tous les 2 ans. Alors là, il y a une petite difficulté. Bon, les gens qui les ont fait, pas de problème. Ceux qui ont raté le démarrage, qui démarraient trop tard, a priori, ce n'est pas rattrapable. Donc, si on me dit un entretien tous les 2 ans, si je ne l'ai pas fait entre 2014 et 2016, je ne peux pas en faire 3 maintenant et dire j'ai fait un tous les 2 ans, ça ne marche pas. La loi vous a laissé là une possibilité. La possibilité, c'est d'avoir un accord. Donc, il faut un accord avec les syndicats, avec les élus, si vous n'avez pas de syndicat, qui peut changer la périodicité. Donc, il peut vous dire, par exemple, il faudra avoir fait 3 entretiens sur 6 ans, pas forcément un tous les 2 ans. Ou il faudra avoir fait que 2 entretiens, donc ça fait un tous les 3 ans. Ou un seul entretien sur la période initiale parce qu'on a démarré tard, parce que pour des tas de raisons, et après on repart. Donc, le seul moyen, si on n'a pas fait les entretiens, de se sécuriser totalement, c'est d'avoir un accord. Si on n'arrive pas à avoir un accord, il y a le risque de la pénalité et se pose dans ce cadre-là la question, c'est pour quelles raisons les organisations syndicales signeraient un accord qui fait que si j'ai des salariés concernés, ils n'auront pas les 3 000 € sur leur compte personnel. Alors ça, c'est toute la question de comment je construis l'équilibre d'un accord. Je pense que cet élément-là trouve intérêt à être positionné dans une négociation plus vaste que cette seule question, où on n'est pas sur du terme à terme. Et ensuite, comme pour toute négociation, avant de la construire, il faut regarder sur quel type d'équilibre on peut le construire. Mais vous avez là un vrai intérêt de dialogue social sur ce sujet, puisque pour certaines entreprises, les estimations se chiffrent parfois plusieurs millions d'euros de pénalités potentielles. Donc, voilà le risque lié à la réforme. Pour le reste, c'est plutôt des opportunités supplémentaires. Tu as raison de terminer sur cette note positive, des opportunités. Et pour vous aider à saisir ces opportunités, les conseillers MyConnecting, nous sommes à votre disposition, vous l'avez bien compris, pour vous accompagner. Et la formation avec Jean-Pierre, qui est une formation formidable comme toujours, avec Jean-Pierre, la possibilité d'avoir accès à des conseils d'experts, de pouvoir poser des questions, de participer à des webinaires qui seront des webinaires approfondis sur des sujets. Donc, une réelle opportunité pour vous tous. Merci d'avoir été présents aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.